Revenir sur 10 années de filière, c'est revenir sur même le berceau, les fondations que sont les plans nationaux maladies rares. Premier plan, on a commencé à entendre parler des plans nationaux maladies rares 2004-2005, avec ce premier plan qui voulait organiser l'orientation, la prise en charge des patients. On était vraiment sur ce premier plan. La question, c'était comment les patients avec une maladie rare en France peuvent s'orienter, se repérer au milieu de l'existant. Parce que cette constatation, ce n'était pas en France, il n'y a rien pour les maladies rares. Il existe déjà un certain nombre de choses, mais la plupart du temps, on a beaucoup de mal à se repérer, à s'orienter pour, bien sûr, les patients, leurs familles, leurs proches, les aidants, mais également les professionnels de santé qui étaient complètement perdus. Alors, quand on avait la chance d'habiter à 500 mètres de Necker, c'était facile, plus facile en tout cas. Quand on habitait sur les territoires, parfois plus compliqué. L'idée a été de mettre autour d'une table des professionnels. On cite tout le travail remarquable qui a été fait autour d'Orphanet, cette base de données qui, pour beaucoup d'ailleurs, a été le premier pas dans l'univers des maladies rares. Aller consulter Orphanet pour trouver des renseignements. Et un grand merci à tous ceux qui, à cette époque-là, ont fait ce travail remarquable et probablement unique, au moins en Europe et peut-être dans le monde. L'idée des plans maladies rares est jamais... cela ne s'est démenti. C'était une co-construction dès le départ avec les associations de patients, avec les patients, leurs familles et les aidants. Je tiens toujours beaucoup à souligner la place des aidants. L'Alliance Maladies Rares, partenaire des centres de référence, partenaire des filières. Et encore une fois, quand je dis partenaire, c'est plus que partenaire, c'est co-construction. C'est-à-dire, souvent, on peut poser la question dans les centres de référence, dans les filières, quelle place donnez-vous aux patients, aux associations de patients? Il ne s'agit pas de leur donner une place, parce qu'ils sont constitutifs des centres de référence et des filières. Donc, ils sont partie, c'est une partie de nous absolument essentielle, et c'est vraiment cette philosophie qu'il faut continuer à promouvoir. Il y avait également des domaines d'interaction entre les patients, les professionnels, maladies rares, infoservice, un service national d'information en soutien, avec des professionnels experts qui se mettaient à la disposition de collègues ou de familles dans toute la France. Et donc ce premier plan maladies rares, ce qu'il faut en retenir, sa grande construction, ça a été les centres nationaux de référence maladies rares, à l'époque 131 centres. Vous savez qu'il y a eu des campagnes successives qui ont porté ensuite à un peu plus de 400. Maintenant, on est à près de l'ordre de 600 centres nationaux de référence maladies rares. Et là, ça a vraiment été l'épine dorsale avec une structuration et, pour faire très très simple, des moyens. Pourquoi le premier plan maladies rares a-t-il marché en France? Parce qu'on a, tout bêtement, fallait y penser, financer des postes de docteurs, des postes d'infirmières, des postes de psychologues, des postes de toutes les professions paramédicales que l'on peut imaginer. On a participé aussi à l'émergence d'un nouveau métier avec les conseillères en génétique. Et tout cela, ça a été permis tout simplement par des moyens. Un succès absolument indéniable qui conduit, après ce premier plan, à dire il faudrait un deuxième plan maladies rares pour aller plus loin, enclencher la seconde. Avec 3 axes qui nous avaient été donnés dans ce second plan maladies rares: renforcer la qualité de la prise en charge des patients, développer la recherche sur les maladies rares et amplifier la coopération européenne et internationale. Je vais revenir sur les 2 derniers points. Pour commencer, c'était pas forcément évident de structurer la recherche sur les maladies rares, parce que par définition, les médecins coordonnateurs des centres de référence étaient souvent des très bons, voire les meilleurs dans leur domaine. Donc ça semblait une mission pour les centres de référence un petit peu compliquée de se coordonner au-delà de ce qui était le périmètre de chacun, et où souvent il était déjà très bon. Sur les coopérations européennes et internationales, là aussi, c'était pas toujours facile, parce que finalement la France avait un temps d'avance
Et quand on allait à l'international, on pouvait avoir l'impression parfois que c'est plutôt nous qui avions des choses à apporter que des choses à récupérer. Et donc ce plan maladie rare a abouti sur le fait qu'il fallait une structure supra-centre de référence pour permettre sa coordination. 131 centres, et on sentait bien qu'on allait passer à un nombre plus important de centres de référence. La coordination devenait absolument indispensable, et ce deuxième plan maladie rare a porté, donc avec les deux marraines que je citais, Sabine Sarnaki et Hélène Dollfus, l'idée d'avoir des filières de santé maladie rare, et donc il y a eu un appel à projet au niveau national. L'idée étant de coordonner les centres de référence, d'organiser ces filières autour des grandes thématiques d'organes, et vous verrez que le choix de ces thématiques d'organes aura une fois de plus fait de la France un leader, un pilote au niveau international, puisque quand l'Europe s'est posé la question de faire aussi l'équivalent des filières, à peu de choses près, le découpage qui avait été choisi en France a été repris au niveau international. Les filières étaient là pour soutenir la politique maladie rare portée par la mission maladie rare. Je rappelle que la mission maladie rare, on pourrait penser que aujourd'hui on est à plus de 200 millions de financements par an, que c'est un ogre administratif tel que nos administrations centrales savent les produire. Non, historiquement, la mission maladie rare a toujours été une toute petite équipe, faite de 1 ou 2 directeurs, un chargé de mission et un stagiaire à peu près. Et donc c'est vrai on peut s'en satisfaire en disant que finalement, plutôt que de mettre de l'argent pour une énorme structure ministérielle pour piloter, on a plutôt mis de l'argent sur une petite structure, mais en sollicitant les acteurs et notamment les filières de santé pour participer à ce pilotage. Et puis une volonté là-dedans, qui je rappelle a été que ces filières étaient pilotées, coordonnées par un médecin. On aurait pu imaginer un autre pilotage, et je pense que ça a permis aussi de garder le soin, l'enseignement, la recherche, ce médecin étant quasiment exclusivement un hospitalo-universitaire, donc garder ses missions au cœur des préoccupations des filières. Alors vous voyez les 23 filières de santé telles qu'elles ont été labellisées, qui coordonnaient chacun un nombre important de centres de référence, depuis certaines petites filières qui avaient 3-4 centres de référence, quelques dizaines de centres de référence, et puis des filières beaucoup plus importantes. Brain Team est une des très grandes filières en France. Nous avions jusqu'à peu 30 centres de référence maladies rares. Nous sommes, depuis la dernière labellisation, à 43 centres de référence maladies rares, près de 150 centres de compétences. Alors avec ces missions, je les ai rappelées, améliorer la prise en charge des patients, développer la formation et l'information, ça, je dirais, c'est des choses qui nous sont assez naturelles, pour lesquelles les filières ont été faites, et je pense que nous répondons assez bien à ces missions. Coordonner la recherche, ça a été plus compliqué, parce que certaines filières sont monothématiques, vous avez des filières comme par exemple les filières neuromusculaires, la filière SLA, qui sont les deux autres grandes filières neurologiques. Finalement, tous leurs centres de référence ont le même périmètre. Et donc, il est assez facile d'essayer de coordonner des équipes pour faire de la recherche quand les thématiques sont communes ou voisines. Brain Team, c'était beaucoup plus compliqué puisque nous avions des thématiques extrêmement différentes. Cela ne veut pas dire qu'on ne s'est pas attelé à cette tâche, mais elle a été un peu plus ardue. Le développement des liens européens et internationaux, on était aussi confronté au fait que quand on a dans son équipe déjà des gens qui sont leaders sur le plan européen, sur le plan international dans leur thématique de recherche, on s'est parfois posé la question au niveau de la filière de savoir à quoi on pourrait servir, comment on pourrait faire mieux. Est-ce que vraiment, quand la filière a des centres dans les plus grands hôpitaux, des équipes réputées au niveau international, est-ce que vraiment on pouvait apporter un petit plus ? On y a beaucoup réfléchi, on a essayé peut-être de se décaler un petit peu en disant que ce n'est peut-être pas en recherche fondamentale, recherche translationnelle, ni même essais cliniques de thérapie innovante, on en parlera en fin de journée sous la coordination d'Alexandra, qu'on serait le plus utile. Mais par exemple, on a réfléchi sur des recherches en SHS, en sciences humaines et sociales, où là, la filière avait peut-être un plus à apporter. Alors,
cette filière était le rassemblement de 3 dossiers, parce que finalement, quand on a déposé des dossiers autour de ce qui est aujourd'hui le périmètre de la filière, il y avait 3 dossiers différents qui sont remontés à la DGOS, et la DGOS nous a recalé, si je puis dire, a recalé les 3 dossiers, mais en nous disant clairement, il y a un deuxième tour, mettez-vous d'accord, et ça passera. Et donc, on a retrouvé ce vieux document, et donc j'ai le plaisir de me rappeler qu'effectivement, c'était Alexis Brice qui avait été le premier pressenti pour prendre la direction de la filière. Et donc, je suis très, très honoré, finalement, de l'avoir remplacé dans cette mission autour des maladies rares. Alors, quand les filières ont apparu, d'emblée, il y avait une autre constatation, c'est qu'il y avait pas mal d'argent dans les filières. Or, les filières, par définition, commençaient et ne faisaient pas grand-chose. Donc, l'accusation qu'on a eue et qu'on a entendue un premier temps, c'était à quoi vous servez, encore une couche de plus sur le millefeuille, et globalement, il aurait mieux fallu nous filer le pognon à nous, parce qu'on savait quoi en faire, plutôt que de le laisser à une énième couche de millefeuille de l'administration française. Voilà un peu les fonds baptismaux sur lesquels nous avons été portés. Et les filières ont travaillé. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est peut-être que l'âge venant et la presbyacousie gagnant, je n'entends plus, mais c'est vrai que ces remarques d'argent foutu par les fenêtres et qu'on ferait mieux de le donner pour les recruter des personnels dans les centres de référence, c'est une remarque qui, à mon avis, a été supplantée par le travail absolument remarquable de la filière. Alors, puisqu'on parle aujourd'hui, et je vais faire une pause un peu dans mon diaporama de la filière, c'est une équipe projet. Tout à l'heure, Sophie présentera toute l'équipe et tous ses collaborateurs. Moi, je voudrais quand même commencer par dire la chose dont je suis le plus fier dans la filière et le principal travail que j'ai fait dans 10 ans. Je l'ai fait tout au début, c'est en recrutant Sophie et Bénédicte. Une fois que j'avais fait ça, j'aurais pu à peu près partir en vacances et me contenter de venir une fois par an devant un pupitre et un auditoire pour faire le malin, mais le travail est en grande partie fait par elles. Et c'est vraiment en grande partie le cas, et je vous remercie de les applaudir. Parce que clairement, je n'aurais absolument pas pu amener la filière là où elle est aujourd'hui sans leur investissement du quotidien. C'est vraiment un grand plaisir de travailler avec elles. Je ne reviens pas plus sur le développement de la filière. On en reparlera tout à l'heure, et encore une fois, Sophie représentera son équipe. Mais un marqueur tout de même. L'équipe de gouvernance de la filière est la même depuis 10 ans. C'est indiscutablement une force pour notre filière. Nous n'avons pas eu une valse des chargés de mission, des chefs de projet, et ça, c'est vraiment un marqueur de la continuité du travail. Je dis aussi un petit mot, c'est rare de la part d'un médecin, mais par rapport à la direction de mon CHU à Angers. Nous avons eu une gestion financière absolument exemplaire. Pour être, il y a encore peu de temps, membre du jury de relabellisation des filières, je peux vous assurer que pour avoir fait passer en audition les 22 autres filières, peu peuvent se gratifier d'avoir un tel traitement sur le plan comptable. Pour faire très simple, la totalité de l'argent est à notre disposition. La seule chose que l'on finance, c'est le comptable qui nous aide à faire les lignes de comptabilité. On paye directement une partie de son salaire et il n'y a absolument rien de prélevé par ailleurs. Donc tout l'argent revient au projet de la filière et c'est vraiment un modèle qui malheureusement n'est pas uniforme. Je ne vous dis pas qu'au niveau des centres de référence, je n'ai pas un petit peu de difficultés comme les autres, mais au niveau de la filière, c'est absolument remarquable ce soutien que l'on a de notre direction. Ça me permet aussi, en aparté, de dire aux collègues animateurs de centres de référence ici qui parfois peuvent être en difficulté avec leur direction pour la gestion des finances. On peut, à juste titre, accuser les directeurs. J'ai envie de vous dire, retournez-vous aussi de temps en temps vers vos présidents de CME et vers la communauté médicale.
Il se trouve que depuis un peu plus d'un an, j'assume les fonctions de président de la commission médicale d'établissement de mon CHU. Je peux vous assurer que dans les décisions d'orientation des financements et d'attribution, les décisions, elles se prennent la plupart du temps entre le président de la CME et le directeur général. Et donc, j'ai réalisé que moi, dans le temps, un certain nombre des difficultés auxquelles j'avais été confronté pour l'attribution de mes financements et dont j'accusais très clairement les directeurs, étaient en fin de compte des arbitrages qui étaient faits sur le plan médical et qui ne m'étaient pas favorables. Et qui n'étaient pas favorables aux maladies rares, avec un certain nombre de confrères qui considèrent qu'il n'y a pas de raison de donner plus d'argent aux maladies rares qu'aux maladies fréquentes et qui donc font en sorte qu'il n'y ait pas un retour dans les services. Donc je pense que c'est quelque chose qui est bien d'avoir en tête. Ce plan maladies rares numéro 3 aboutit à une évaluation par l'HCERS, c'est l'élaboration du plan national maladies rares 4. Alors ce plan a été long, on est sur une gestation éléphantesque, je dirais, de par le temps qu'il a fallu en raison de l'instabilité gouvernementale. Nous avons travaillé, pour un certain nombre d'entre nous dans cette salle, ont participé à l'écriture et aux travaux de réflexion sur le PNMR 4. C'est un travail que nous avons fait à l'automne 2023. Les comités, je vais vous montrer le travail là-dessus, c'est l'automne 2023. Donc il y a eu 2 personnes qualifiées qui ont été Agnès Linglard, qui est donc pédiatre spécialisée des maladies rares du squelette et de la croissance, qui coordonne un centre de référence et la filière Oscar, avec Guillaume Cano, qui est professeur de néphrologie et de thérapeutique à Necker et qui représentait plus l'aspect recherche, et qui ont fait un binôme pour piloter les travaux de préparation de ce plan national maladies rares 4. Donc je vous rappelle, ça s'est fait à l'automne 2023. 4 groupes de travail, l'un sur les parcours de vie et soins des territoires à l'Europe, le renforcement de la diagnostic, l'accès aux traitements et aux innovations et les données de santé, maladies rares et biobanques. Je ne vais pas détailler ces groupes de travail pour vous dire que la filière en elle-même a été très impliquée, beaucoup dans le groupe de travail 1, notamment parcours de soins et tous les liens ville-hôpital, dans lequel Sophie et moi, mais également le professeur Bonneau et d'autres ont été vraiment très très impliqués sur les aspects ville-hôpital. Il y a également sur tout ce qui était les collectes de données, Bénédicte, groupe 3, a été très très impliqué. Donc la filière a participé à la rédaction et à l'écriture de ce plan, qui a donc été annoncé le 25 février dernier. Alors je vais passer, on ne va pas perdre de temps, vous l'avez tous vu, sur les différents éléments, notamment sur le dépistage anténatal, sur les diagnostics néonatales, sur les questions d'errance diagnostique. Peut-être pour juste citer sur cette diapositive un élément saillant, on parle énormément de la transition enfant-adulte et on a certainement encore beaucoup de travail à faire sur cette transition enfant-adulte, mais le plan a abordé aussi une réflexion sur la transition adulte-vieillissement. Et ça, je pense que c'est vraiment une thématique importante dont il faudra nous emparer, particulièrement dans les pathologies du champ de la filière Brain Team. Alors, les filières de santé dans le plan national maladies rares 4. Alors, dans le plan national maladies rares 3, c'est pas compliqué. À chaque paragraphe, c'était aux filières de faire. Donc, ça prouvait aussi quand même qu'on avait fait la preuve de notre efficience. Là, les filières apparaissent puisque Sophie m'a identifié 130 citations des filières dans le plan national maladies rares 4. Donc là, il y a quelques exemples que je ne vais pas détailler, mais l'un peut-être sur lequel on va insister, c'est la mission de collaboration avec les plateformes maladies rares, que ce soit en région ou que ce soit dans les territoires ultramarins. Et là, il y a essayé d'avoir cette double déclinaison, on va dire une déclinaison verticale que seraient les filières avec une unité de thématique sur une pertinence médicale d'organes, et puis une dimension horizontale qui est celle des territoires,
des régions où on ne va pas pouvoir avoir dans chaque ville, y compris ville de CHU, un centre de référence d'absolument toutes les maladies, et donc pour lequel il faut des équipes locales qui puissent identifier les filières de santé, les filières de soins pour chaque patient, et avec une question de démocratie sanitaire qui se pose à nous. Il faut absolument que dans tous les territoires, le parcours du patient puisse être réfléchi avec le bon patient au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est un devoir qui est le nôtre et qui est aussi un devoir, et je vais arriver là peut-être sur un terrain un petit peu politique, qui est de dire que l'excellence des prises en charge ne peut être réservée aux villes de CHU. Et qu'il est absolument indispensable que nous construisions aujourd'hui des filières de santé pour que les patients, quel que soit leur territoire, puissent accéder au niveau de soins que requiert leur état de santé. Je ne vous cache pas que certaines annonces ministérielles récentes m'inquiètent un petit peu sur ce sujet, avec une volonté affichée d'à tout prix repeupler les territoires, ce tout prix mettant clairement en cause la qualité de formation et d'évaluation de certains médecins. Je pense que oui, il faut augmenter le nombre de médecins dans les territoires, mais il ne faut pas le faire au détriment d'un minimum de garantie de compétences. Alors je vais passer, pour ne pas être trop long, et arriver à ma dernière diapositive. Ce plan maladie rare 4, bon, pas de rupture majeure, hein, mais il faut quand même se souvenir du contexte politique qui est le nôtre depuis 1 an et demi. Bon, clairement, sur le plan financier, on a eu la confirmation, mais on le savait déjà, du financement des nouveaux centres de référence. C'est déjà très bien. Donc les centres sont financés, et cela n'a pas été au détriment des centres précédemment financés. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est un plan interministériel qui s'est fait à 3, et je pense que là, c'est un message important, qui associe le soin, la recherche, mais également l'industrie. Il faut absolument, dans les réflexions qui seront les nôtres, et on en reparlera cet après-midi sur les nouvelles thérapies innovantes, nous ne pouvons pas faire l'impasse d'un travail avec l'industrie. Il faut simplement que ce travail soit fait de manière équitable et avec des acteurs préparés à un échange sur un plan d'équité scientifique et financière. Un grand absent, c'était la phétopathologie, qui jusqu'à présent n'était pas rentrée dans les plans maladies rares. C'était probablement une faille. Elle a été réparée. Toujours rappeler ce positionnement de l'Europe fort. Je pense que ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui nous rappelle cette nécessité de se regrouper au niveau européen. Des réflexions actuellement sont en cours au niveau des conférences, des doyens de faculté de médecine, des présidents de CME, de CHU, pour aussi tenir compte de ce qui se passe actuellement aux États-Unis, pour faire davantage vivre notre communauté peut-être hospitalo-universitaire de recherche au niveau européen. Question de la place des data, qui est un problème absolument considérable auquel nous allons être confrontés actuellement en France en termes de politique de santé. Nous n'avons pas encore réussi à avoir une piste claire, une volonté politique établie au niveau des data. Vous savez peut-être, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à ce sujet, qu'un projet qui était extrêmement ambitieux sur le papier, probablement très intéressant, qui était Fait Data, vient d'être retoqué par BPI France. C'est un petit peu étonnant, les 32 CHU français qui disent on va travailler ensemble, réunir nos datas pour faire une offre nationale et internationale au niveau de ce que proposait l'Alliance des 32 CHU français. Ça a été retoqué, je pourrais discuter longtemps sur les raisons. Je pense que l'une d'entre elles est que nous n'avons pas forcément été très crédibles, nous, PUPH des différents hôpitaux, en disant on est tous partants pour travailler la main dans la main et partager nos données. Donc il faut qu'on avance là-dessus, parce qu'aujourd'hui le modèle des data, et pour faire simple au niveau national, est loin d'être résolu. Et donc rappeler l'arrivée des territoires, des plateformes, et puis peut-être
Les ARS, mais je vous avoue que la sollicitation des ARS rappelée dans le plan maladie rare 4 me laisse un tout petit peu sceptique. Pour vous faire une confidence, j'étais il y a 3 semaines dans le bureau du ministre et qui nous a dit, je représentais les présidents de CME-CHU, ne comptez pas sur les ARS pour quoi que ce soit, ils ont déjà suffisamment de travail avec la pollution des eaux et les polluants éternels. Donc voilà. Écoutez, c'était un petit peu ce panorama en improvisant, comme vous l'avez vu complètement, puisque jusqu'à hier après-midi, je ne devais pas faire cette introduction. Mais voilà un peu le rappel que j'ai voulu vous donner de ces 10 années, et puis même 20 années de plan maladie rare et 10 années des filières. Merci à vous tous.